Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'actualisation de la grille. Chapitre 1er. La nouvelle version de la grille. 1.1.1. La grille LAFDEF 2004. Nous reproduisons ci-dessous le mode d'emploi de la nouvelle grille tel qu'il est présenté dans l'ouvrage Situation linguistique de la francophonie, État des lieux. Dans cette entreprise de conception d'une grille d'analyse des situations linguistiques, après réflexion et essai, il a dès le départ paru commode et surtout pertinent d'utiliser avec de fortes adaptations et modifications, l'opposition classique en aménagement linguistique entre status et corpus. Depuis Ashcloss en effet, on distingue traditionnellement les actions ou les travaux portant sur les statuts et ou les fonctions des langues, status, de ceux qui concernent les systèmes linguistiques eux-mêmes, corpus. On a donc proposé d'employer status dans un sens assez classique mais toutefois en y incluant, outre les éléments de statut proprement dit, les fonctions et les représentations. En revanche, pour corpus, la signification est radicalement différente de celle qui est habituellement donnée depuis Kloss à ce terme. Ce mot s'applique dans cette grille à certains ordres de faits essentiels qui seront par la suite énumérés et précisés. Ainsi, status regroupe-t-il donc tout ce qui est de l'ordre du statut, des institutions, des fonctions et des représentations. Corpus concerne les pratiques linguistiques elles-mêmes depuis les modes d'appropriation ou les compétences jusqu'aux productions langagières. Cette approche, ne l'oublions pas, avait comme finalité à ses débuts, 1986 à 7, au-delà de la simple description des situations linguistiques, de permettre de les comparer entre elles et au-delà, le cas échéant, d'agir sur elles en vue de la mise en œuvre de politiques linguistiques. Le point qui dans cette perspective a paru le plus intéressant a été de pouvoir donner des représentations de ces situations, soit globales, État par État, soit pour une langue, dans plusieurs États. L'idée relativement nouvelle a été de construire des graphiques avec le status sur l'axe des ordonnées, et le corpus sur celui des abscisses. Chaque langue se voit, à partir des valeurs qu'on attribue à son status et à son corpus, situé dans le plan ainsi dessiné. Le plan peut représenter un État, et chaque langue prise en compte dans la situation nationale y trouve alors sa place. Le plan peut aussi être réalisé pour une langue commune à divers États, le français par exemple, et on peut juger alors des différences de situation pour ce même idiome dans les États pris en compte. On peut ajouter, comme remarque de principe, que ce mode de représentation a l'avantage de dessiner une sorte de ligne idéale de gestion des situations linguistiques, la diagonale, si l'on veut bien admettre en principe qu'il devrait y avoir dans une situation donnée une sorte d'équilibre entre status et corpus. La diagonale est donc l'ensemble des points pour lesquels on a pour une langue, un status et un corpus égal. Il convient maintenant d'identifier les composantes principales du status et du corpus, en gardant bien sûr à l'esprit que status et corpus ne sont pas des entités absolument étrangères l'une à l'autre et que l'évolution au sein de l'une des deux catégories a logiquement des conséquences au sein de l'autre. Par ailleurs, il est également évident que si cette perspective prend en compte le français, la place et le rôle des autres langues sont des facteurs qui sont sans cesse complémentairement présents. La nature linguistique a horreur du vide. Le status. Si le caractère d'officialité est une des composantes majeures du status, il est loin d'en être la seule, comme on a trop souvent tendance à le croire, en confondant statut et status que nous visons au contraire à distinguer. D'autres éléments sont à prendre en compte, et on peut les détailler rapidement. S1 officialité, 12 points. Le but est d'apprécier, pour chaque langue considérée, le statut qui lui est accordé par l'État dans la Constitution, de jure ou dans les faits, de facto. Seul le titre de langue officielle, ou de langue suivi du nom de l'État, sera ici pris en compte et non pas celui par exemple fréquent en Afrique, de langue nationale. Langue nationale pourrait être prise en compte à condition toutefois qu'une autre langue ne soit pas désignée comme officielle. 5 langues maximum, français compris, sont retenues dans la grille. Pour les pays multilingues où il n'y a pas de langue locale dominante, on prendra en compte sous une seule rubrique l'ensemble des langues, par exemple les langues africaines en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Barème et mode de calcul. Si le pays ne compte qu'une seule langue officielle, celle-ci se voit attribuer le maximum des points.
Si l'officialité est partagée de manière égale entre plusieurs langues, on répartit les 12 points entre ces langues. En revanche, une répartition inégale des points mettra en évidence une hiérarchie dans l'attribution du titre de langue officielle, hiérarchie qui sera alors explicitée dans les commentaires de la grille du pays. L'évolution de la francophonie a conduit à tenter d'apprécier la place accordée au français dans les instances internationales. Dans le cadre du plan d'urgence, les instances francophones se montrent en effet très attentives à l'usage du français par les États de la francophonie dans les instances internationales où, dans le cas de l'ONU qui est le plus important, sont proposées au choix des États 6 langues de travail de la Conférence générale et du Conseil exécutif: anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. Des crédits importants sont affectés à la formation en français dans ce secteur. Il a donc paru intéressant d'ajouter cet aspect dans cette section officialité, étant donné qu'il est attendu que les États francophones, dont la langue officielle n'est pas langue de travail dans ces organisations, s'y expriment en français. Ce point est l'une des conditions pour accéder au simple statut d'État associé de la francophonie. Dans l'application présente de la grille, l'ONU a été une référence commode car on peut facilement savoir dans quelle langue les délégués d'un État s'y expriment. 3 cas se présentent. État où le français est langue officielle avec l'anglais ou une autre langue de travail comme l'arabe, par exemple, si le français est systématiquement choisi ou en tout cas dominant, on ajoute un point au français dans le secteur S1, s'il est au contraire systématiquement évité au profit d'une autre langue, on retire un point au français. Par exemple, si le Cameroun, le Canada et les Seychelles, qui ont le français et l'anglais comme langues officielles, s'expriment toujours en anglais, on ajoute un point supplémentaire à l'anglais et on en retire un au français. Si l'on fait usage des 2 langues, comme le fait le Canada, on laisse les choses en l'état sans rien ajouter ni retrancher. État dont là où une langue officielle est le français, l'autre langue ou les autres langues n'étant pas langue de travail de l'ONU. Si le français est utilisé, on laisse les choses en l'état sans ajouter ni retrancher de points puisque le cas est somme toute prévisible. État où le français n'est pas langue officielle, PECO appartenant à la francophonie par exemple, et où l'État choisit une langue de travail autre que le français, l'anglais par exemple, qui n'est toutefois pas non plus langue officielle de ce pays. On enlève un point au total du statut du français. A l'inverse, on ajoutera un point au total du statut du français s'il est choisi. S2 Usage institutionnel. Il s'agit d'apprécier la part de chaque langue dans chacun des 5 domaines retenus. Rappelons que ne sont à prendre en compte que les dispositions légales, mais que les pratiques sont aussi à considérer quand elles sont admises par les autorités, notamment dans les pratiques judiciaires par exemple, ou dans les aspects de communication orale de chaque domaine. Textes officiels, publication des lois dans un journal officiel ou organe assimilé. Textes administratifs nationaux, tous les documents émanant de l'autorité centrale, nationale et s'appliquant à l'ensemble des citoyens. Dans certains pays, les dispositions linguistiques changent selon le niveau, local ou national, de l'administration, d'où la catégorie 4 consacrée à l'administration locale. Justice. La coexistence de systèmes juridiques est possible, système officiel, national et système coutumier. Il faut en tenir compte dans l'attribution des valeurs, la justice coutumière se rendant généralement dans une langue locale. Administration locale, par exemple, la possibilité légale de remplir des formulaires en langue locale ou l'obligation de les remplir dans la langue officielle est un élément à apprécier ici ainsi qu'à l'oral, le droit d'avoir un interlocuteur dans sa langue locale, administration, mais aussi bureau de poste, etc. Religion. C'est ici la pratique observée qui est à prendre en compte, les États ne légiférant généralement pas sur les usages linguistiques des confessions représentées sur leur territoire. Le total général est sur 20, soit un total horizontal, addition des valeurs pour chaque langue dans un des 5 domaines, de 4 points par domaine. Vérifiez avec soin ce dernier point. S3 Éducation. Pour chaque langue et dans chacun des 3 cycles d'enseignement, prendre en compte le volume et ou le pourcentage horaire qu'elle se voit attribuer dans le système éducatif, sans chercher à distinguer entre langue médium, langue dans laquelle se fait l'enseignement, et langue matière, langue comme objet d'enseignement. S'en tenir au texte pour le choix des langues et aux horaires, pour le pourcentage dans l'horaire total et donc la valeur attribuée à chaque langue.
On tient compte dans cette rubrique des dispositions officielles sans considérer ni la réalité dans les classes, ni la fiabilité des systèmes, ni les taux de scolarisation. Total général sur 30, soit un total horizontal par cycle sur 10 à répartir entre les langues. Dans le cas où un cycle d'enseignement n'existe pas, par exemple, enseignement supérieur, on ne met pas 0 mais on supprime cette ligne en modifiant le total maximum possible, en l'occurrence 20 au lieu de 30. Le fait est sans importance puisque le total final du status, en l'occurrence sur 97 au lieu de 107, sera finalement dans tous les cas recalculé sur la base 100. S4 moyens de communication de masse. Pour chaque langue, évaluez la place tenue dans les 5 domaines suivants. 1. Presse écrite 2. Radio 3. Télévision 4. Cinéma 5. Édition. On doit ici se montrer à la fois raisonnable et pragmatique. Les données sont facilement collectables pour les radios et télévisions nationales, celles-ci étant en mesure de fournir les dispositions et les programmes officiels. Dans les États plurilingues, il y a souvent des dispositions très précises. Un moyen commode de s'informer est de consulter tout simplement les programmes fournis par la presse locale, de base, et non les organes spécialisés. On voit ainsi facilement quels sont les intérêts majeurs du public. Même si c'est un indice utile, la diffusion aussi bien de journaux, magazines et radios par Internet ainsi que celle des télévisions par câble et satellite, n'est ici pas à prendre en compte de façon majeure, pas plus par exemple pour la langue française que la possibilité de recevoir RFI dans le pays. On s'en tiendra surtout ici au plan des possibilités légales et nationales. Sur le marché de la presse écrite et de l'édition, sauf cas de diffusion importante et ou dominante en provenance d'un pays tiers, à défaut de publication locale, on n'évaluera pas non plus la présence des productions étrangères, journaux étrangers en vente publique par exemple. Pour le cinéma, on prendra en compte la langue de diffusion des films. Un très bon indice est désormais fourni par les clubs vidéo, le cinéma proprement dit étant partout en perte de vitesse. Total général sur 25, soit un total horizontal de 5 points par secteur. S5 possibilités économiques et représentation sociale. Évaluer les possibilités de promotion sociale et économique que chaque langue est réputée offrir, ainsi que le degré de nécessité de sa maîtrise pour une insertion dans la vie sociale et économique. Apprécier la représentation que la population peut avoir de chaque langue, représentation positive ou négative. S'il s'agit là d'une évaluation qui, à la différence de celle des rubriques précédentes, ne peut que rarement se fonder sur des techniques de quantification précises, il ne semble pas y avoir d'inconvénient majeur à un tel élargissement par rapport à des versions antérieures de la grille. Ce choix présente l'avantage de faire une place explicite aux aspects de représentation, qui sont incontestablement un élément du statut d'une langue. On peut bien sûr utiliser des indices objectifs, exigences de langue dans les offres d'emploi par exemple. L'évaluation se fait de 0 à 20 pour chaque langue avec une gradation de type 20 à 17, excellent, 16 à 13, bon, 12 à 7, moyen ou médiocre, 6 à 0, faible. RECAPITULATION, et total. Le total maximum du statut est de 107, sauf en cas de suppression d'une ou plusieurs rubriques, confère supra S3. Il est ramené à un total sur 100 pour un usage plus commode dans la représentation graphique, voire rubrique tauto-pondérée. On opère cette pondération par une simple règle de 3. Le chiffre obtenu est divisé par le total maximum possible, 107 le plus souvent, et on multiplie le quotient obtenu par 100. Le corpus. Cette partie est plus difficile à établir et à mettre en forme que la précédente, qui est sans problème le plus souvent. C'est essentiellement ici qu'ont été utilisées, directement ou indirectement, toutes les données statistiques dont on peut disposer sur les langues. Elles sont extrêmement inégales, tant en quantité qu'en qualité selon les États. C'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas donné à la différence des approches démolinguistiques, une importance essentielle et une place spécifique à ces évaluations chiffrées. Concernant les sources, outre celles exploitées alors par chacun des chercheurs ou des éditeurs, les données des sites http://www.ethnologue.com/ http://tlfq.ulaval.ca/ ou rapport PNUD 2003,
http://hdr.undp.org/report/global/français/index.html peuvent être et ont été utilisés. Une fréquentation assidue de ces données conduit d'ailleurs à une certaine méfiance, en particulier pour tout ce qui touche aux statistiques dans les domaines de l'alphabétisation et de la scolarisation. C1 acquisition comme langue première. Ce point est simple. Pour chaque langue et par rapport à la population totale, évaluer le pourcentage de locuteurs qui l'ont acquise comme langue dite maternelle, ou plutôt première. À partir des données statistiques concernant le nombre de locuteurs de chaque langue, éventuellement critiquer et ajuster le cas échéant par le chercheur, on calcule le pourcentage que représentent les locuteurs de chaque langue dans la population totale du pays sur la base 20. Si 20% de la population a pour langue 1 la langue X, celle-ci se verra affecter la valeur 4. 4 égale 20% de 20. Que personne ne se sente offensé par ce genre de détail arithmétique, qui n'est dicté que par les leçons de l'expérience. Pour certains pays, le total horizontal sera inférieur à 20 si toutes les langues du pays ne sont pas prises en compte dans la grille. En revanche, le total ne saurait excéder 20, un locuteur n'ayant généralement qu'une seule langue première. C2 apprentissage, dans le cadre scolaire. Point plus complexe. Évaluer la part de la population effectivement soumise à un apprentissage scolaire suffisant de la langue en cause, qu'elle soit médium ou langue matière. Cette section ne concerne en fait, le plus souvent que l'apprentissage d'une langue, généralement officielle, par la fraction de la population qui ne la connaît pas. Elle concerne donc tout particulièrement les États de l'Afrique francophone, qui ont le français comme langue officielle, les PECO où des minorités reçoivent un enseignement dans la langue officielle du pays et les États plurilingues, fédéraux ou non. On ne retiendra donc pas ici l'apprentissage optionnel courant des langues étrangères. On ne prendra pas davantage en compte, a priori, le type de pédagogie appliquée, enseignement de la langue ou en langue, car souvent on confond, volontairement ou non, ces deux types d'enseignement en Afrique surtout. Exemple de la Moldavie, où 40% de la population totale a le russe comme L1. Dans l'enseignement primaire et secondaire, dans la population scolaire totale, le roumain est étudié par 17% d'élèves, ceux qui ont le russe comme L1, et le russe est étudié par 37% d'élèves, ceux qui ont le roumain comme L1. Sur le nombre total d'élèves qui étudient en russe, médium, 80% apprennent le roumain en tant que L2. Sur le nombre total d'élèves qui étudient en roumain, médium, 46% apprennent le russe en tant que L2. L'apprentissage du roumain en tant que L2 est obligatoire. L'apprentissage du russe en tant que L2 est redevenu obligatoire en 2002. Selon les données pour l'année académique 2002 à 2003, le taux de scolarisation s'établit ainsi: 99,5% niveau primaire, 92,3% niveau moyen, 47,1% niveau secondaire, lycée, enseignement professionnel. Pour l'apprentissage du roumain qui servira d'exemple, on ne prend donc en compte que le pourcentage de la population moldave qui a le russe pour L1 et qui est scolarisée pour au moins 5 ans en primaire, soit 70% environ, qui est une moyenne entre 92% niveau primaire et 47% niveau secondaire, confère Supra. Le problème des classes d'âge plus élevées ne se pose guère puisque le pays était alors sous régime soviétique. Pour l'apprentissage du roumain sur la base 20, on a donc 70% de 20, soit 14. Pour les pays plurilingues où plusieurs langues sont enseignées, on prendra garde aux disparités et souvent à l'unilatéralité des bilinguismes officiels. Par exemple, les locuteurs néerlandophones de Bruxelles, ville statutairement bilingue, apprennent massivement le français tandis que les francophones n'apprennent pas le néerlandais. Remarque du même genre pour le Canada où les francophones sont en gros plus bilingues que les anglophones. Dans ces cas, les commentaires sont essentiels car les chiffres globaux ne reflètent pas toujours la complexité des situations. Pour les langues locales ou des minorités, cette évaluation est sans objet, ces langues étant généralement uniquement en situation d'acquisition et n'étant pas enseignées. Ce secteur ne fait pas double emploi avec S3 éducation. On retrouve ici la distinction centrale entre status et corpus. Dans le status, S3, sont considérées uniquement les dispositions officielles et réglementaires concernant les langues à l'école, instruction, programme, horaire, sans que soit prise en compte la réalité des situations qui relèvent du corpus.
C'est ici que sont pris en compte les effectifs et pourcentages de population scolarisée, confère Supra. Ce secteur est particulièrement pertinent pour des États où la scolarisation n'est ni totale, ni surtout complète. La question des taux de scolarisation est délicate car il est clair que les statistiques officielles ne correspondent pas toujours à la réalité pour des raisons d'image. Un seul exemple. Comment au Burundi peut-on avoir en 1992 52% d'adultes alphabétisés quand la durée moyenne de scolarisation est à la même date et pour la même population, de 0,4 années. Rapport PNUD 1994 sur 143. Force est de faire avec, mais on ne peut s'empêcher de rester songeur. Remarque essentielle, on évalue ici les conditions de l'apprentissage de la langue et non ses résultats qui seront examinés plus loin, ces 4 compétences. Dans la démarche globale proposée ici, il s'agit de ne pas tout mêler, mais aussi de ne pas compter 2 fois les mêmes éléments. Une fois déterminés les pourcentages de population concernée, il faut essayer pour l'apprentissage scolaire de la langue en cause de prendre en compte et combiner plusieurs facteurs. 1. La durée de la scolarisation. Si l'on admet qu'il faut, pour atteindre une compétence minimale dans une langue, 1 millier d'heures d'enseignement, on posera en principe que cela correspond au minimum et dans le meilleur des cas à 5 ans de scolarisation, c'est-à-dire à une scolarité primaire complète. Il faut donc prendre en compte, dans un État africain par exemple, non pas le pourcentage d'enfants scolarisés au primaire mais celui de ceux qui le suivent complètement. On pourrait même ne prendre en compte que ceux qui entrent dans le secondaire, ce qui serait sans doute plus raisonnable. Il s'agit là en outre de cas où les élèves reçoivent un enseignement non pas de la langue, mais dans la langue. 2. Le mode d'apprentissage. Dans les cas où l'enseignement utilise la langue cible comme médium, on fait l'hypothèse, hardie d'ailleurs, que 5 ans d'exposition scolaire à la langue, dans des conditions souvent mauvaises, constituent une forme d'apprentissage de cet idiome. Dans les cas où la langue est enseignée comme langue étrangère, on prendra en compte alors le volume horaire annuel qui lui est consacré. 1 heure par jour sur toute la scolarité, soit 200 heures par an et 1000 heures sur 5 ans, ou 1 heure par semaine sur 2 ans, 160 heures, ne reviennent pas au même. Dans le premier cas, Maurice par exemple, le calcul se fera sur la base 20, enseignement très intensif, dans le second cas sur 10 seulement. Par ailleurs, on doit introduire en quelque sorte une vision historique pour l'ensemble des générations qui composent la population du pays. Dans certains États, les systèmes ont pu changer de nature et de médium, la Guinée, Madagascar ou les Seychelles par exemple, ce qui entraîne parfois des calculs complexes car ne sont pas en cause les seules populations scolarisées mais la totalité des locuteurs qui ont connu des systèmes différents à des époques différentes. Barème et mode de calcul. Exemple. Dans un État du Sud où 80% de la population scolarisable actuelle est scolarisée, souvent seuls 5% de la population totale, toutes générations confondues, l'ont été et si, dans les scolarisés actuels, seuls 30% font une scolarité primaire complète, et donc sans doute 15% de l'ensemble des classes d'âge, le pourcentage à prendre en compte pour un apprentissage effectif dans la population totale est donc 15% de 50% soit 7,5%. Sur la base 20, on aura donc pour l'apprentissage du français 1,5 sur 20. On voit ici l'aberration qu'il y a dans les calculs qui évaluent le nombre des francophones à partir des simples taux de scolarisation. Étant entendu que nous ne posons pas encore ici le problème de la compétence en français qui sera vu en C4. Sauf lorsque la langue considérée est une simple langue étrangère faisant comme telle l'objet d'un enseignement classique, par exemple, le français en Pologne ou en République tchèque, il ne faut pas prendre en compte la population totale du pays mais seul le pourcentage des locuteurs qui n'ont pas la langue officielle comme langue maternelle et se voient obligés de l'apprendre. Il faut encore parmi eux évaluer la part de ceux qui ont été et sont exposés à l'enseignement de cette langue officielle. C'est-à-dire, en fait, la part de ceux qui ont été sont scolarisés dans ce régime puisque c'est ici l'apprentissage scolaire qui est considéré. En Bulgarie par exemple, la valeur de 19/20 attribuée aux Bulgares est obtenue en ne prenant en compte que la part des locuteurs non bulgarophones, c'est-à-dire les minorités turques et roms. La valeur est obtenue en multipliant le pourcentage des locuteurs exposés à l'enseignement par le barème, 20, soit 95% de la population des minorités exposées à l'apprentissage du bulgare,
environ 5% de la population n'est pas scolarisée, essentiellement parmi les Roms, égale 0,95 fois 20 est égal à 19. C3 Véhicularisation et vernacularisation. Évaluer la part de la population soumise au processus de véhicularisation et de vernacularisation. Ce domaine est à laisser de côté quand la situation linguistique nationale, de toute évidence, exclut ces genres de processus. Le bon sens est la première qualité requise dans l'usage de cette grille. La véhicularisation concerne les cas où des locuteurs de langue première A adoptent une langue B, comme langue 2 ou 3, comme véhiculaire pour communiquer, soit avec des locuteurs de la langue A, soit avec des locuteurs de langue autre que A et qui ont aussi B comme véhiculaire. Mode de calcul. Un mode de calcul simple a été adopté car on ne peut se fonder, en général, que sur des évaluations. Par rapport au nombre de locuteurs natifs de la langue en cause, on attribue un point par fraction de 2,5% d'allophones qui parlent cette langue comme véhiculaire. On obtient donc le barème suivant, 2,5% d'allophones qui ont la langue en cause comme véhiculaire égale 1 point, 5% égale 2 points, 10% égale 4 points, etc. Le maximum est de 20, plafond atteint pour 50% ou plus d'allophones qui utilisent une langue comme véhiculaire. La vernacularisation, processus très marginal et qui n'est en fait qu'un cas particulier de la véhicularisation, ce qui justifie la prise en compte dans le même ensemble de ces deux processus, concerne les cas où une langue devient, par un processus social spontané, langue première d'une fraction de la population. Le français peut ainsi, en Afrique par exemple, dans certaines situations urbaines de fort plurilinguisme national, devenir le vernaculaire de certains groupes sociaux. Ce processus de vernacularisation n'est pas courant, mais il est néanmoins observable dans certaines métropoles africaines comme Abidjan, Libreville ou Yaoundé, et bien que marginal, il constitue un élément capital dans la dynamique des langues puisqu'il confère à la langue en cause un statut de L1 pour des locuteurs à compétences natives. À la réflexion, nous avons renoncé à l'évaluer en proposant de la prendre en compte sous C1, en suggérant aux chercheurs de faire, si nécessaire, une note de commentaire. Ces 4 compétences linguistiques. Dans la population totale, pour la langue en cause, évaluer le pourcentage de locuteurs qui en ont une maîtrise excellente ou bonne, locuteurs de niveau A. En ont une connaissance moyenne ou partielle, locuteurs de niveau B. Si les langues ne sont utilisées que par des locuteurs natifs, la section est sans objet puisque tous y ont une compétence complète. Il en est autrement si cette langue a, outre des locuteurs natifs, des locuteurs de langue 2 ou 3 qui ont sans doute une compétence moindre, limitée, spécialisée, dont on peut alors apprécier la nature et ou l'étendue. Barème et mode de calcul. Si la compétence est étendue, voire complète, on calculera avec un coefficient 20, si elle est limitée, avec un coefficient 10. Il faudra donc totaliser la valeur liée aux locuteurs natifs à compétence complète, et celle des locuteurs de langue 2 ou 3. Exemple imaginaire et simplifié du Mali, si 40% ont le Bambara comme langue 1, avec donc une compétence complète, évaluée sur le barème de 20, et 40% L', comptant L2 ou L3 dont 15% à compétence étendue, évaluée sur la base du coefficient 20, et 25% à compétence limitée ou spécialisée, évaluée alors sur la base 10, on obtient 0,4 par 20 plus 0,15 par 20 plus 0,25 par 10 égale 13,5 pour le Bambara. Pour les langues enseignées, vues en particulier en C2, c'est dans ce secteur que vont être jugés les résultats de l'action des systèmes éducatifs dans une langue officielle qui n'est pas celle des élèves ou d'une langue qui est enseignée obligatoirement. Rappelons que 3 aspects sont pris en compte séparément dans la grille. Dans S2, les dispositions officielles du système éducatif. Dans C2, la part de la population soumise à ce système. Dans C3, les résultats de cette exposition au système en termes de compétences linguistiques. On peut en effet prévoir dans les textes officiels un enseignement de 12 heures hebdomadaires de français, valeur de S2, auxquelles ne seront toutefois exposés que 50% de la population scolarisée, valeur de C2, avec pour résultat final des compétences très disparates en fonction des modes de fonctionnement du système scolaire. Compétence A, étendue. Compétence moyenne, faible ou nulle, B.
Toutefois, dans cette section compétences, il faut prendre en compte aussi les locuteurs qui apprennent la langue autrement que dans le système scolaire. Néanmoins, dans la grande généralité des cas, et surtout en Afrique compte tenu de la crise des systèmes scolaires, on peut prévoir que la valeur attribuée aux Français en C4 compétences est inférieure à celle de C2 apprentissage. C5 production langagière. Évaluer la part de production langagière quotidienne de chaque langue hors de tout contexte officiel qui impose un choix linguistique. Il s'agit ici surtout, comme l'usage du terme langagier le suggère un peu, mais non exclusivement de production orale, effective et quotidienne. Sans pouvoir entrer dans le détail, on doit s'efforcer de tenir compte de toutes les situations et styles de communication où le locuteur fait un choix de langue, en excluant donc, globalement, les contextes où il n'y a pas de choix, comme l'anglais en classe à l'école mauricienne par exemple, puisque l'anglais y est la langue d'enseignement, ou le français dans les tribunaux dans les pays où le français est langue officielle et donc langue en usage dans de telles situations, et de ne pas se limiter au milieu que l'enquêteur connaît le mieux. Il est capital de ramener les évaluations faites en milieu urbain à l'échelle de l'ensemble du pays. On doit ici réfléchir au rapport entre C1 et C5 car par exemple, des locuteurs n'usent pas dans tous les cas de leur langue première et pour cette langue, la valeur de C1 peut donc être inférieure à celle de C5, l'inverse est aussi tout à fait possible. On doit donc ne pas se borner pour une langue, à reproduire pour C5 la valeur portée en C1. Total du corpus. Le total maximum du corpus est 100 mais, selon les secteurs pris en compte et en fonction de leur pertinence pour la langue considérée, les maxima des totaux pourront être différents. Ainsi, lorsque pour une langue, la section C2 apparaît sans objet, on retirera les 20 points du barème affecté à cette section pour évaluer alors la langue sur un total maximum de 80. Si deux sections, chacune à barème sur 20, ne sont pas prises en compte pour une langue, le total sera alors sur 60, etc. Dans le tableau des résultats, lorsqu'une question est non pertinente ou inadéquate, on ne met pas 0, mais un tiret à la place du chiffre, pour montrer que ce n'est pas là un simple oubli, et par ailleurs, on modifie en fonction de cette décision le total de calcul du corpus, ou du status où ce cas est plus rare. TOTOPONDERES. Pour rendre plus commode et lisible la représentation graphique, les totaux du status, notés sur 107, seront, par une règle de 3, ramenés à une évaluation sur 100. Dans certains cas, le total maximum possible peut être inférieur à 107. Dans ces cas, on procède aussi à une opération arithmétique pour le mettre sur la base 100. Il en est de même dans le corpus surtout, pour les totaux des langues évaluées sur 40, 60 ou 80 afin d'avoir une seule échelle sur 100 pour toutes les langues et pour les deux catégories, status et corpus. 1.1.2. Exemple, la situation linguistique de l'île Maurice. Commentaire 1. Le créole, langue première de la grande majorité des Mauriciens et la langue de tous les échanges informels et de nombreuses réunions formelles même si son usage se limite à l'oral. Le français, langue tolérée dans les échanges formels dans les institutions les plus importantes de l'île et langue presque exclusive des journaux les plus lus de l'île. L'anglais est une langue quasi officielle, même si ce titre ne lui a pas été attribué. Sont exclues de notre étude toutes les langues orientales classiques, celles qui ont une tradition écrite, qui n'ont aucune fonction sur le plan communicationnel ainsi que le bojépuri. Status. S1 officialité. L'État mauricien ne s'est pas donné de langue officielle, même si l'on a tendance à attribuer ce rôle à l'anglais dans le grand public comme dans des documents officiels. Le français, lui, jouit du statut de langue tolérée. Le total est inférieur à 12, en raison du flou autour de cette question. S2 usage institutionnalisé. Textes officiels. À Maurice, les textes de loi et les textes administratifs sont exclusivement en anglais, mais le français est toléré. Textes administratifs nationaux. Tous les textes administratifs, les avis officiels, etc., sont en anglais. Le français assume désormais certaines fonctions quand on vise une large diffusion des textes. Le judiciaire. Toutes les communications officielles entre les officiers des cours de justice se font en anglais. Le français est toléré dans les plaidoiries, et la majorité des interrogatoires se font en créole. L'administration locale. Tous les textes administratifs écrits de l'administration locale sont en anglais.
Quelques municipalités rédigent quelques documents officiels en français. Dès que l'on passe à la communication orale, l'anglais disparaît pratiquement pour laisser la place au créole et au français. La religion. Le créole est la langue la plus employée dans les échanges verbaux sur les lieux de culte. Le français est associé à l'Église catholique, une des églises les plus puissantes à Maurice qui toutefois accorde une grande attention au créole pour des raisons stratégiques. Le total des valeurs attribuées aux langues, 0,3, est inférieur aux valeurs qu'ont les langues dans cette entrée de la grille. En fait, c'est une façon de marquer l'importance des langues orientales, d'usage rituel dans les temps. S3 Le système éducatif. Selon la réglementation concernant le choix des langues d'enseignement, les enseignants peuvent utiliser, dans le cycle primaire, les langues de leur choix pour la communication pédagogique. À l'écrit, la seule langue utilisée est l'anglais. Tous les manuels de mathématiques et des sciences d'éveil sont exclusivement en anglais. Par conséquent, la marge de manœuvre offerte aux enseignants est réduite compte tenu des représentations que se font au sujet des langues. Les enseignants, certains considèrent le créole comme une langue impropre à la communication pédagogique, mais aussi les parents et les directeurs d'établissements scolaires ou les inspecteurs. Difficulté qu'entraîne l'emploi du créole qui n'a pas été instrumentalisé pour ce genre de fonction. Le français, bénéficiant de son statut symbolique et mieux maîtrisé par les enfants, est également employé comme langue de communication pédagogique, en particulier dans les établissements où le créole est peu valorisé. Au primaire, tous les élèves des écoles publiques mauriciennes apprennent l'anglais et le français qui sont deux langues non maternelles pour pratiquement tous les enfants mauriciens. Pour être plus précis, on peut penser que pour 10 à 15% d'enfants, le français est une L1 ou une L2. Si l'anglais et le français sont les deux langues obligatoires au primaire, le coefficient de l'anglais aux examens de fin de cycle primaire est supérieur à celui du français. L'anglais compte pour 300 points et le français pour 200 seulement. Dans le secondaire, le français est une langue obligatoire aux examens de School Certificate, brevet, mais optionnel aux examens de Higher School Certificate, baccalauréat. En fait, le français n'est guère obligatoire dans le secondaire, alors que l'échec en anglais est éliminatoire. Outre les langues européennes, les langues orientales sont aussi enseignées dans le cycle primaire. Selon les statistiques officielles, 70% des élèves mauriciens apprennent une langue orientale. S4 Moyens de communication de masse. Pour aller vite, on peut affirmer que la presse écrite est quasi exclusivement en français. L'anglais se limite au courrier des lecteurs, à la publicité ou à des articles littéraires dans ces langues. Selon la réglementation officielle, la station de radio-télévision nationale, MBC, doit respecter l'équilibre linguistique de l'île par une répartition équitable du temps d'antenne entre les langues. Le gouvernement a toujours tenté de conserver cet équilibre, jusqu'à la récente libéralisation des ondes qui fut suivie par l'ouverture au bouquet de chaînes satellitaires francophones et anglophones surtout. Par ailleurs, il existe 2 radios libres qui, grosso modo, s'alignent sur les choix de la station nationale même si l'une des deux use largement du créole en raison de sa volonté d'être une radio populaire. Edition, l'édition locale n'est pas très active. La plupart des livres viennent de l'étranger. Au niveau de la production littéraire, le créole occupe une place assez importante compte tenu de la mission que s'est donnée l'éducation pour travailler, un groupe de militants créoles. L'édition en anglais et en français se rattrape au niveau de la production des manuels scolaires. S5 Possibilités professionnelles et représentation. Un Mauricien monolingue créolophone a les compétences linguistiques minimales pour une intégration professionnelle et sociale, limitée aux emplois ouvriers non qualifiés. Une compétence active minimale, surtout en français, offre des possibilités de promotion professionnelle. Si à cette maîtrise minimale du français s'ajoute une compétence, même très limitée en anglais, ces possibilités peuvent devenir réelles. Ce sont les compétences écrites dans les langues européennes, et notamment en anglais qui ouvrent la voie aux emplois les mieux rémunérés. S'agissant des représentations, le français compense très légèrement les possibilités professionnelles moindres qu'il offre par le prestige social qu'il confère aux locuteurs qui ne sont pas des francophones natifs. Corpus. C1 Acquisition. 80% de la population a acquis le créole comme L1 unique ou comme une des deux L1, pour les bilingues natifs, 18.
Pour 5% de la population, le français est une L1-1. C2 apprentissage. Maurice est, parmi les États de la francophonie du Sud, celui qui a le classement le plus favorable pour ce qui est du développement humain. Maurice se classe dans les premiers États à développement humain moyen, devançant en 2003, la Russie et le Brésil. Le taux d'alphabétisation est de 84,8% et l'index d'éducation de 0,80, avec un taux de scolarisation primaire de 95%, rapport PNUD 2003. Autant dire que la grande majorité des Mauriciens a été exposée surtout à un apprentissage de l'anglais, mais aussi du français. D'où les valeurs élevées de 12 et 15. CL 4 compétences. Si on prend les proportions avec 2 compétences, bonnes sur 20, moyenne ou réduite sur 10, on obtient les valeurs numériques suivantes. Français, 15% à évaluer sur 20 et 50% sur 10 égale 0,15 x 20 plus 0,5 x 10 est égal à 8. Anglais 20% x 20 plus 30% x 10 est égal à 0,2 x 20 plus 0,3 x 10 égale 7. Les compétences en anglais sont surtout écrites et spécialisées pour l'anglais, orales pour le français. C5 production langagière. On peut penser que dans la mesure où le français occupe une place importante dans l'espace médiatique, et que la majeure partie des affiches publicitaires murales sont dans cette langue, l'exposition est assez importante. Dès lors qu'on arrive à la production en français, elle demeure faible, compte tenu de la place qu'occupe le créole dans les instances de communication où les choix ne sont pas réglementaires, même si les communications prestigieuses, les services offerts par le secteur privé traditionnel se font dans cette langue. Radha Tirvasan. Institut mauricien de l'éducation. Chapitre DEUX-IEME. De nouveaux champs d'application. 1.2.1. Une nouvelle francophonie. C'est à Ouagadougou, en 1988, dans le cadre du programme Langues africaines, Français et développement dans l'espace francophone, LAFDEF, que fut présentée une première version, ou plutôt une première étape, de la grille d'analyse des situations linguistiques pour décrire les différentes situations de francophonie dans le monde. Ce programme avait pu voir le jour grâce à un financement de la sous-direction de la recherche du ministère de la Coopération, et en 1988, commençait de paraître un bulletin trimestriel de 12 pages sous le titre « Langue et développement », qui devint aussi en 1989 le titre d'une collection chez Didier Érudition et où ont paru 35 volumes. Ces ouvrages, généralement collectifs, ont été rédigés par des chercheurs du Sud lui-même ou des spécialistes dans ce domaine et à cet égard, furent un pont entre les chercheurs du Nord et du Sud. 3 projets majeurs composaient le programme LAFDEF, dont la logique interne était que toute action en faveur du développement doit se fonder. D'abord, sur une connaissance aussi précise que possible de la situation linguistique nationale, mais aussi sur une approche typologique permettant de fonder les coopérations Sud-Sud sur des bases plus logiques et plus solides que celles des simples hasards de la proximité géographique, projet numéro 1. Ensuite, sur une observation et une analyse des plurilinguismes nationaux et en particulier, de leur gestion par les populations elles-mêmes, on peut en effet logiquement postuler qu'on trouve là des indications sur la dynamique des langues et qui est préfigurée l'évolution ultérieure de ces situations. Un bon aménagement des situations linguistiques doit, plutôt que contrarier les changements naturels, viser à les orienter dans le sens de la politique choisie, en les facilitant. Projet numéro 2. Enfin, sur une étude des modalités de l'intégration dans les langues et cultures nationales, des éléments résultant du contact avec la modernité scientifique, technique ou culturelle, projet numéro 3. C'est dans le cadre du projet numéro 1 qu'il fut décidé d'utiliser la grille d'analyse des situations linguistiques qui avait été mise au point dès 1986 dans le cadre des projets CNRS-MENMRT, et qui, au cours du programme LAFDEF, fut appliquée à 21 cas de situation de francophonie. Ces études ont été rassemblées en 1991 dans L'. Ouvrage La francophonie, représentation, réalité, perspective, Chaudenson R. et Ali, 1991. Formulation qui suggérait que s'agissant de la francophonie, les représentations étaient souvent fausses et qu'on devait donc en venir à une vision plus exacte des réalités, seule voie propre à permettre d'ouvrir des perspectives. Aujourd'hui, en 2004,
À l'occasion du 10e sommet de la francophonie, à Ouagadougou même, il a été décidé de poursuivre ce travail et de le compléter en tenant compte notamment des évolutions de la francophonie. Évolution, non pas tant seulement des situations particulières, bien que ce nouveau travail permette en effet assurer un suivi et une comparaison des données récoltées alors en 1991, que de la francophonie elle-même dans son organisation, sa composition et ses orientations. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, regroupe actuellement 47 États membres et 5 États membres observateurs. Nous ne comptons ici que les États, et non par exemple pour la Belgique, les communautés ou les régions, ni pour le Canada, les provinces, même si dans le travail de recherche, communautés, provinces ou cantons pour la Suisse font l'objet d'une étude séparée, soit en plus de l'étude de la situation fédérale, soit pour la Belgique, pour appréhender la situation nationale à travers eux. La première évolution par rapport au précédent travail de 1991 tient donc à la différence d'échelle à laquelle la présente étude de 2004 est menée. Tous les pays sont étudiés, y compris les pays observateurs auxquels, en annexe, est ajoutée l'Algérie qui n'est pas membre de l'OIF mais qui apparaît comme l'un des pays les plus linguistiquement francophones. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.